La G-Site, en partenariat avec la BOA Bénin, vous offre l'occasion rêvée de devenir propriétaire de votre belle maison près de Calavi. Vous êtes cadre béninois de la fonction publique ou du secteur privé? Grâce au prêt Ma Maison, aux conditions imbattables de la BOA, réalisez votre rêve. Faites-vous construire votre villa à la nouvelle cité Cœur-Joie de la G-Site. Alors rendez-vous vite à votre agence de la BOA Bénin ou contactez la G-Site au 67 21 21 28. G-Site, l'empreinte des bâtisseurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Depuis la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale autonome, les différents partis politiques s'affairent pour participer aux prochaines élections communales. Les Foscori pour un Bénin émergent ont traversé une longue période de crise, mais désormais le parti est unifié et c'est justement pour comprendre et maîtriser un peu comment est-ce que le parti s'apprête pour ces élections communales que nous avons en plateau un membre du parti Foscori pour un Bénin émergent. Il est secrétaire national à la jeunesse. El Farouk Soumanou, bonjour. Bonjour Jean-Louis Mutokwe. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'anime cette émission avec Imran Issifou. Imran, bonjour. Bonjour Jean-Louis Mutokwe, El Farouk Soumanou. Bonjour. Bonjour Imran. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question qui me vient à l'idée, c'est de savoir comment se porte la famille Kori. Bien, d'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer ce matin au nom du parti FCBE auquel j'appartiens. Et pour revenir immédiatement à votre question, je peux vous dire que le parti FCBE se porte bien. Vous savez, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un parti qui a traversé quelques mois de crise. Et donc, le parti relève de ses cendres. Et vous savez très bien que lorsque vous prenez même un simple papier de feuille, que vous la déchirez, et vous le déchirez, n'est-ce pas, en deux, et que vous le recollez, forcément, la feuille n'a pas forcément le même aspect que lorsqu'il n'était pas déchiré. Donc, le parti FCBE se porte de mieux en mieux, et nous espérons qu'au fur et à mesure que nous évoluons, n'est-ce pas, le parti va se renforcer. Le bicéphalisme a disparu totalement. On peut dire qu'il n'y a plus... On peut dire, je crois que le président d'honneur du parti l'a annoncé à travers un communiqué. Nous avons décidé de conjuguer la crise au passé. Mais comme je vous l'ai dit, la déchirure était quand même profonde. Oui. Donc la blessure va se penser progressivement. Ça a commencé et nous pensons que chacun va s'y mettre pour que vraiment les plaies guérissent complètement et que FCB retrouve sa force d'avant. Vous avez utilisé l'allégorie de la feuille pour nous expliquer un peu l'état du parti aujourd'hui. Est-ce à dire qu'après les élections à venir, on risque d'avoir à nouveau encore des tumultes ou des remous au sein du parti? Oui, il serait donc hypocrite de dire que tout est réglé. Je ne voudrais pas avoir la prétention de dire que tout est rose au niveau du parti. Vous savez, dans une telle crise, vous avez toujours des extrémistes et des gens qui tiennent toujours à des positions données. Je crois qu'il y a quelques détails encore à régler. Nous avons pris l'option, n'est-ce pas, de faire la réunification, mais avec la déchirure qu'il y avait, il y a quelques détails que nous devons régler et qui sont en cours de règlement. Et le succès du règlement de ces problèmes-là dépend de chacun de nous, de chacun des responsables, et principalement du président d'honneur qui a la lourde responsabilité de veiller à ce que ses enfants se retrouvent et que la lutte puisse continuer. Vous avez parlé du président d'honneur, c'est vrai que ça fait un moment quand même qu'on vous a vu sur un plateau de télévision, mais on sait quand même que vous étiez pratiquement à toutes les rencontres des FCBE, on vous voyait de temps en temps sur les images. Que pouvez-vous nous dire exactement sur les coulisses de ce qui s'est passé, à part le président d'honneur que vous venez de citer? Quels ont été les autres acteurs déterminants dans la résolution de cette crise? Non, l'acteur principal, c'est vraiment le président d'honneur. Vous savez, avant son retour, puisque comme vous le savez, il était à l'extérieur du pays, il y a eu des tentatives de réconciliation initiées par certaines personnalités de référence de notre parti, mais ces tentatives ont complètement échoué. Et Boni Yahi étant donc le leader charismatique de ce parti, il a fallu qu'il revienne. Et c'est grâce à son retour que les deux partis ont pu s'asseoir pour, n'est-ce pas, poser les problèmes qu'on avait et pour trouver une solution. Donc, il est l'acteur principal. Il faut dire qu'en dehors de lui, naturellement, les différentes têtes de pont, n'est-ce pas, des deux ailes,
ont quand même été pour quelque chose dans cette Donc, réconciliation. à un moment donné, vous reconnaissez effectivement qu'il y a eu deux ailes au sein du parti. Il y a eu deux ailes. Il y a eu deux ailes. Il y a l'aile que moi j'ai toujours appelée l'aile des réformistes et l'autre aile que j'ai toujours appelée l'aile des anti-réformistes. C'est vrai que la crise au sein du parti FCVE a éclaté à partir de l'obtention de récépissé. Mais pour des gens qui sont honnêtes, je crois qu'il n'y a pas que ça. Il y avait des problèmes de gouvernance au sein du parti. Pas de gouvernance financière, mais de gouvernance des hommes, des instances, le fonctionnement des instances, un certain nombre de choses qui se sont passées. J'allais dire, par exemple, lors des législatives, où des militants ont vu des gens parachutés, prêts à être positionnés sur cette liste. Il y avait des petites frustrations. Et l'obtention du récépissé par l'aile qu'on a appelée l'aile Humpé, disons, est venue comme, n'est-ce pas, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a installé cette crise. Évidemment, si les uns et les autres avaient été compréhensifs, il n'y aurait pas eu, cette crise ne serait pas approfondie. Parce qu'en prenant ce récépissé, l'aile appelée l'aile Humpé, auquel j'appartiens d'ailleurs, n'avait pas pris ce récépissé dans l'optique de créer une crise. C'était dans l'optique de faire en sorte que ce grand parti qui est le parti FCVE puisse continuer, n'est-ce pas, à animer la vie politique malgré son exclusion des législatives en vue de participer non seulement au communal et de regarder devant vers, n'est-ce pas, les présidentielles. Car pour cette aile, la meilleure manière de prendre le pouvoir, il faut prendre le pouvoir de manière légale en suivant les textes en vigueur et pas les urnes. À vous écouter, on constate tout simplement que les deux camps font quand même confiance à un homme, c'est le leader charismatique Boni Yayi. Est-ce que vous avez peur qu'il vous déçoive peut-être à la suite dans ses prises de position à lui aussi, ou vous avez totalement confiance? Je voudrais continuer à faire confiance au président d'honneur. Il doit être réformiste, il doit accepter d'être dans la dynamique des réformistes. Non, dans le règlement actuel, il n'est pas question d'être avec les réformistes et ou d'être avec les anti-réformistes. La dynamique, c'est de trouver le juste milieu pour que chaque aile puisse mettre un peu de l'eau dans son vin, dans ses exigences, afin qu'on puisse trouver le juste milieu pour que le parti puisse se renouveler. Donc, je veux continuer à faire confiance au président d'honneur, mais je ne vous cacherai pas pour dire que autour du président d'honneur, comme autour des anciens chefs d'État, il y a toujours, n'est-ce pas, des personnalités qui parlent, n'est-ce pas, au président d'honneur. J'espère qu'il va faire attention à toutes ces personnes et qu'il va regarder, n'est-ce pas, l'union de la famille et faire en sorte que cette union annoncée, qui a réjoui la majorité des militants, ne puisse pas s'effriter dans les jours ou mois à venir. Alors, non seulement vous parliez du leader charismatique des FCVE, Boni Yayi, vous avez essayé d'expliquer un peu le rôle qu'il a joué, mais au-delà de ce rôle qu'il a joué pour unifier le parti, on a également l'impression qu'il essaie de rallier d'autres leaders politiques à la cause des FCVE. On a vu cette rencontre à laquelle vous avez assisté avec l'ancien député Valentin Roudé, c'est bien ça. Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que Roudé sera avec les FCVE? Non, d'abord, je voulais rectifier pour dire que je n'étais pas présent à cette séance. Ça a été une audience entre le président d'honneur et la délégation de DUD. Pour ce que je sais, cette délégation a souhaité aller le voir et le présenter les vœux. Maintenant, qu'est-ce qui a été dit? N'étant pas là, je ne peux gérer de rien du tout. Vous connaissez la nouvelle charte des partis politiques. Vous savez, aujourd'hui, pour que quelqu'un soit porté par la liste FCVE, ça suppose qu'il soit militant. Donc, qu'il envoie, n'est-ce pas, une lettre d'adhésion au parti, et que le bureau politique se réunisse pour accepter cette adhésion et qu'il se positionne. Donc, si demain vous voyez n'importe quel leader sur la liste FCVE, ça suppose qu'il a adhéré au parti, parce que c'est ce que disent les tests. Donc, il n'y a plus d'alliance. Le statut le statut de la charte des partis politiques ne permet plus d'alliance. Donc, si quelqu'un demain vient sur la liste, vous le trouvez sur la liste de la FCVE, c'est qu'il a fait une demande d'adhésion, qu'il est membre, et que, surtout en ce qui concerne le communal, c'est que la base a voulu la choisir pour être sur cette liste-là. FCVE qui tente de colmater les brèches sur une union un peu fébrile encore, mais comment voulez-vous alors aborder la prochaine échéance électorale, notamment les élections communales? Oui, les élections communales. Il faut des positionnements, absolument, les débats. Oui, il faut dire que malgré la crise qui a secoué le parti, chacun de nous, chaque leader était toujours en contact avec sa base, donc, et préparait l'espace communal-là dans l'espoir que la réunification va se faire. Donc malgré ça, il faut dire que depuis que la crise est là, nous avons continué, nos militants sont là,
nous avons mis en place un dispositif déjà pour identifier nos candidats en attendant que le parti donne des instructions. Et donc, depuis que maintenant le parti est unifié, les démarches qui étaient menées par les deux ailes de manière, disons, parallèle, se mettent aujourd'hui ensemble pour avoir, n'est-ce pas, des listes uniques, des listes qui seront confectionnées selon les dernières décisions du Bureau exécutif national par les militants à la base. Il n'y aura pas de parachutage parce que vous savez que c'est une élection de proximité. Donc, c'est l'arrondissement qui est le cadre électoral. Donc, les candidats vont se manifester à ce niveau-là. Et nous avons des comités, des structures de coordination qui vont essayer donc de superviser le choix, de faire des arbitrages de premier degré et en cas de difficulté, les envoyer au niveau national pour, n'est-ce pas, un deuxième niveau d'arbitrage. Vous dites que les militants sont là et pourtant il y a eu plusieurs démissions au sein du parti, surtout lorsque la FCBE était en crise, notamment par exemple à Ouessé, un peu dans les collines et tout ça. Il y a eu beaucoup de démissions et pourtant vous dites que les militants sont là. Est-ce que vous avez repris langue avec les démissionnaires ou comment est-ce que cela va se passer? Oui, vous savez, évidemment, lorsqu'il y avait la crise, il y a beaucoup de militants qui étaient dans le doute. Ils se demandaient comment cette crise allait se terminer. Est-ce qu'avec cette crise-là, les FCBE réussiront à aller aux élections? Donc, à un moment donné, certains militants qui étaient les élus à la base, qui avaient envie, n'est-ce pas, de renouveler leur mandat, ont tout fait de prendre des contacts avec nos partis politiques. Moi, je pense que c'est de bonne guerre. Donc, FCBE a déjà été victime par des départs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous rappelez, après la perte du pouvoir, on était majoritaire à l'Assemblée, mais nous avions perdu la majorité de nos députés. Moi, je pense que ces démissions et ces départs font partie de la vie quotidienne d'un parti politique. Mais ce qu'il faut dire, il y a des départs où les gens font trop de cinéma. C'est-à-dire qu'un individu a peut-être négocié, il a envie de partir, mais il fait un grand meeting et il dit que tous les militants alors que peut-être il ne connaît même pas l'ensemble des militants. Ce qui est important de retenir, c'est que FCBE, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à la gouvernance actuelle, les militants même du parti FCBE, c'est le peuple béninois. C'est la masse, parce que le parti FCBE d'abord est un parti de masse, et nous sommes confiants que même si des militants d'un certain niveau changeaient de cap, il n'est pas évident qu'ils amènent avec eux nos électeurs. Donc, vous voulez dire, vous n'êtes pas si fragilisé que ça quand il y a des départs et quand on a des gens comme l'ancien maire de la ville de Parakou qui est désormais nommé, pas le pouvoir en place. Est-ce que ce n'est pas des plumes que vous perdez et qui pourront vous être fatales pour la prochaine élection? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. C'est vrai que c'est des plumes perdues, mais ce que vous ne savez pas aussi, c'est que nous avions des gens qui nous rejoignent. Nous avons des organisations qui nous rejoignent. Nous avons des anciens leaders d'autres partis qui n'existent plus, comme, disons, le PSD de Madel Golou, ou alors, comment appelle-t-on, la Renaissance du Bénin. Il y a des leaders dans certaines zones qui, sans tapage, sans trompette ni tapage, rejoignent le parti FCBE. Justement, et peut-être, si les populations à la base les retenaient, ils seront sur la liste de notre parti. Concernant justement la Renaissance du Bénin, on a entendu dire par exemple que Galéou Soglo sera sur la liste des forces Cori pour un Bénin émergent. Est-ce que vous confirmez cette information? Bon, je suis secrétaire national de la jeunesse, c'est vrai, je ne suis pas le secrétaire exécutif national, je ne suis pas le secrétaire administratif, mais je suis membre du bureau politique et je n'ai pas eu encore connaissance de la lettre d'adhésion de M. Galéou Soglo au parti FCBE. Parce que si les thèses doivent être suivies, si effectivement il souhaite aller avec nous, ça suppose, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il adhère au parti et que le bureau politique se réunisse pour valider, n'est-ce pas, cette adhésion. Pour le moment, alors je vous parle, je n'ai pas encore connaissance d'une telle démarche. Il y a un instant, vous étiez très serein quant à la représentativité encore des FCBE aujourd'hui sur l'échiquier politique national. Et pourtant, on sait que les FCBE ont été fragilisés par endroits, notamment, on sait très bien que par exemple à Cotonou, les FCBE n'avaient pas un gros électorat, un peu partout dans certaines régions du pays également. C'est des régions dans lesquelles aujourd'hui le pouvoir en place a mené beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes toujours aussi puissant dans ces zones, par exemple, surtout Cotonou, qui était très hostile au FCBE à l'époque? Oui, mais ce qui me fait croire que nous allons quand même donner des coups de poing entre griffes au cours de ces élections, ce que je vous ai dit, c'est la gouvernance du régime en place. Vous savez, d'abord, le peuple béninois est un peuple très sensible. Et le peuple béninois est très sensible au fait d'abord que nous avons été exclus des législatives. Et qu'aujourd'hui,
nous avons au Parlement un Parlement monocolore. Si vous regardez un peu l'histoire de notre pays, vous constaterez que souvent, le peuple béninois en matière électorale ne donne pas toujours tout à une même personne. Faites un peu l'historique, vous verrez. À l'époque, quand il y a une tendance qui avait n'est-ce pas, le pouvoir exécutif, c'est rare de voir la même tendance à voir l'exécutif. C'est vrai que c'est arrivé à certains moments donnés, mais nous sommes conscients que le peuple béninois également, c'est que notre pays est reconnu pour sa démocratie et que pour que le Bénin retrouve ses lettres de noblesse en matière de démocratie, il va falloir quand même qu'au niveau à un certain niveau de l'organisation de notre pays, on puisse donner la chance à l'opposition d'avoir la main. Et je crois qu'aujourd'hui, on constate que l'exécutif et le Parlement est contrôlé par une même tendance. Je pense que le peuple béninois sera conscient. Il y a même des gens qui se réclament même des blocs. Vous verrez, quand ils seront devant l'une, je vous assure, vous serez surpris de constater qu'ils mettront dans l'une le cori blanc, sur fond vert. Autre paramètre, je vais vous prendre au mot, vous dites le cori blanc. Désormais, il n'y a pas que vous qui portez ce logo comme parti politique. Il y a le parti de Soumanou Toleba, FCDB. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur que les électeurs se trompent, qu'ils aillent choisir peut-être FCDB au lieu de FCBE? Mais je crois que d'abord le professeur Toleba, qui est un grand frère, un allié de la même région, est un ancien militant FCBE. Et je crois que, comme vous le dites souvent, nous nous connaissons. Je ne sais même pas si je n'ai pas encore des informations sur la participation du parti FCDB au communal. Vous êtes dans le pays, je n'ai pas vu de mouvement à ce niveau. Vous pensez que son parti n'est pas assez représentatif pour aller aux élections? Non, mais son parti est certes représentatif, mais pas autant que les forces politiques. Non, c'est pas possible. Je pense que nous l'avions dit déjà à plusieurs reprises. Pour moi, il n'y a pas de confusion en ces logos. Vous savez, sous le président Yahi, on avait eu d'autres listes où on a mis deux courriers ensemble. Je ne me rappelle plus exactement. C'était oui, dans la 5e circonscription à l'ADA. Ce courrier n'a pas créé de confusion, malgré la présence de ce logo-là. FCB s'en est sorti. Ici, c'est clair. Vous voyez le logo du parti FCB, c'est un courrier blanc sur fond vert rectangulaire. Alors que le logo du FCDB, c'est une carte du Bénin. Est-ce que les populations pourront faire ce discernement? Si, c'est clair. La différence d'une carte du Bénin qui est avec un petit logo. Ou bien vous allez faire la sensibilisation. On va certainement faire la sensibilisation. Mais aujourd'hui, le logo Cori, c'est un logo puissant. Il n'y a pas de confusion possible à faire. Mais évidemment, comme vous le dites, lorsque la campagne sera ouverte, je crois que lors de la campagne électorale, nous allons encore insister pour en espérant. Ça, c'est si le FCDB, le parti FCDB était sur la ligne de départ. Au cas où il ne serait pas là, donc ce serait facile pour nous donc, de faire la campagne avec notre logo. Vous dites que le logo Cori est un logo puissant, c'est pour dire également que les FCBE sont un parti puissant. Alors, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer quelque chose de vraiment fort de ce parti aux prochaines élections? Vous étiez puissant, vous êtes puissant, et c'est pour cela justement que tout le monde pensait que les FCBE étaient le porte-flambeau de la résistance. Et puis, Blanc, vous avez annoncé votre départ. D'autres partis politiques également ont annoncé leur départ de la résistance. Aujourd'hui, quels sont les rapports des FCBE avec les autres partis politiques de l'opposition? Bien, aujourd'hui, moi, je pense que le seul vrai parti de l'opposition, c'est FCBE. Parce que, comme vous le savez, même dans le cadre de la résistance dont vous parliez, le seul parti qui est resté, n'est-ce pas, ferme sur sa position, c'était les forces Cori. Les autres partis qui étaient dans cette alliance, c'était des partis qui ont milité pour l'arrivée du président Talon, que ce soit la RB, l'USL, Restaurer l'espoir. Aujourd'hui, je crois que nos relations avec ces partis-là sont des relations entre des partis d'opposition. C'est-à-dire que tant que nous aurons le même objectif, à savoir restaurer l'état de la démocratie et reprendre le pouvoir en 2021, je crois que nous allons travailler ensemble avec ces partis politiques. On n'a pas une relation très très particulière avec ces partis, c'est que nous considérons que tous les partis qui regardent dans le même sens, qui ont la même vision que nous, qui souhaitent vraiment que les choses sont dans le pays, nous sommes ouverts, n'est-ce pas, à échanger avec eux et à voir comment nous irons ensemble pour la tenance en 2021. Avant d'évoluer dans le débat, j'ai entendu reprendre le pouvoir en 2021. El Farouk Soumanou, dites-nous, êtes-vous sûr d'avoir les 10% au plan national et de rafler tout au moins 10 mairies pour pouvoir parrainer un candidat pour la prochaine présidentielle? Pour la FCBE, je vais être honnête avec vous, si les esprits malins pervers ne viennent pas remettre en cause l'unité retrouvée, parce qu'il faut être honnête, vous l'avez dit, vous dites que la ramification est faible, elle est fragile. Je vous ai dit que la plaie était profonde, la déchirure était profonde. Je dis bien, je répète, si des esprits pervers, malins, ne viennent pas des actes contraires aux tests
du parti FCBE remettre en cause le processus de réunification, ce serait très facile comme de l'eau à boire pour le parti FCBE d'avoir au moins une trentaine de contrôles, au moins une trentaine de mairies. Ça, je suis convaincu. Maintenant, si les esprits malins et pervers qui parfois se font passer pour de vrais FCBE alors qu'ils sont en mission viennent, n'est-ce pas, déstabiliser cette réunification qui vient d'être faite, bon, le constat sera là. Ce qui est sûr, FCBE sera aux élections et aussi bien réunifié ou fragilisé, je peux vous assurer que nous pouvons avoir les 10% et nous aurons le nombre de mairies qu'il nous faut pour parrainer, n'est-ce pas, une candidature en 2021. Très bien, nous allons progresser dans ce débat, parler toujours quand même de l'actualité électorale avant d'aborder les indicateurs macroéconomiques. Parlant justement de l'actualité électorale, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, a publié le calendrier électoral. Comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui la conduite du processus électoral, puisque le processus électoral a déjà été déclenché depuis la convocation du corps électoral le 22 janvier dernier par le chef de l'État? Oui, depuis la convocation, d'abord la convocation par le gouvernement du corps électoral respecte, n'est-ce pas, les dispositions, les textes qui régissent le code électoral dans notre pays, qui voudrait donc avant un certain nombre de mois, le corps électoral soit convoqué. Et depuis là, j'observe également que la Sénat, pour le moment, essaie donc de respecter également les dispositions du code électoral en publiant un calendrier électoral qui me paraît être très bien espacé, très bien indiqué. À ce niveau-là, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire. Maintenant, dans la mise en œuvre de ce programme, c'est là où nous sommes regardants pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, des fautes mineures. Donc, nous sommes très regardants sur ça. C'est vrai que par rapport au processus électoral, plutôt là où nous avons des appréhensions, c'est au niveau de la réactivation du fichier électoral. Le COS Lépi, me semble-t-il, n'a pas suffisamment communiqué sur cette opération qui est quand même capitale, parce que ça permet à ceux qui sont en âge de voter d'être inscrits sur cette liste, d'y extirper ceux qui sont décédés. On a appris brutalement que c'est une opération qui a été lancée, qui a pris fin le jeudi dernier. Je crois qu'à ce niveau-là, nous avions vraiment des regrets. Je pense que nous sommes en train de prendre des dispositions pour faire une démarche envers le COS Lépi pour voir dans quelle mesure ce délai peut être prolongé, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication et c'est passé comme il était à la poste, alors que quand même la liste électorale permanente informatisée, la liste électorale de façon générale me semble être un élément assez important dans le processus. C'est curieux que ce soit maintenant à la fin du processus que vous trouviez ces clarifications à faire. Pourquoi en son temps, pendant que le processus était en cours, vous n'avez pas haussé le temps? Oui, je vous l'ai dit d'abord, si vous-même en tant que Bénin, vous êtes honnête, vous allez savoir que contrairement à ce qui se fait les autres fois où on congonnait dans les quartiers, on faisait des communiqués radio, télévisés, cette fois-ci, l'information est passée inaperçue. Alors que nous sommes quand même à l'aide des réseaux sociaux que les gens suivent abondamment. Moi, je vous dis, personnellement, par exemple, c'est le 3 que j'ai appris que l'opération était en cours, que ça finissait le 6. Rapidement, j'ai informé ceux que moi-même, je voulais même faire un changement de poste de vote, ce que j'ai pu rapidement faire avant le 6 mai. La grande masse, et vous savez que pendant longtemps, avec législative où il y a eu à peine 5% de votants, beaucoup ont perdu les cartes d'électeurs. Vraiment, il aurait fallu qu'il y ait beaucoup de communication sur ce sujet. En plus, on n'est pas resté silencieux. Je peux vous dire que la réactivation de la liste a fait objet de débat au cours du dialogue politique que nous avons tenu. Et nous avons insisté. Nous avons même insisté que dans le contrôle du processus de réactivation, vu que la Lépi était monocolore, le COS Lépi était monocolore, nous avons suggéré au cours de ce dialogue qu'on puisse trouver une formule pour permettre aux représentants des partis de l'opposition d'avoir un œil sur ce processus-là. Malheureusement, j'ai constaté qu'on n'a pas été écouté sur ce point, puisqu'on n'est pas membre du COS Lépi, et le processus qui a été mis ensemble, les agents qui ont été recrutés pour faire cette réactualisation, nous ne savons pas réellement qui ils sont. Est-ce que c'est des gens qui appartiennent à un parti politique ou bien ils ont été vraiment honnêtement recrutés? Voilà des petits problèmes qui nous gênent. Mais le parti FCBE, je dois être quand même confiant, parce que vous savez, même en état absent du COS Lépi ou de la réactualisation de la liste, moi je vous dis que nous pouvons gagner. Parce que nous avons eu la preuve en 2016. Le président Talon qui est là n'avait personne au niveau du COS Lépi. Mais quand même, finalement, c'est lui qui est sorti gagnant. Donc, c'est pour vous dire que, au-delà de tout, nous devons, tout en revendiquant, tout en exigeant un certain nombre de choses, nous-mêmes, nous organiser à travers nos militants pour surveiller ce processus-là.
et être sûr que la majorité de nos militants sont sortis. Mais je pense que le COSDEPI a intérêt quand même à prolonger, parce que ce n'est pas seulement dans les régions, ce n'est pas seulement le parti FCBE, même les partis de la mouvance présidentielle, ils ont beaucoup de leurs militants qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, participer à cette opération. Il serait vraiment dommage de laisser sur le quai des Béninois qui sont en âge de voter et qui peuvent apporter leur suffrage pour faire leur choix dans la gestion de la cité. Nous espérons simplement que vos démarches à l'endroit du COSDEPI vont porter leur fruit. Nous allons poursuivre. On parle d'un certain nombre d'assouplissements pour ceux qui vont aux prochaines élections communales, notamment le ministre de la décentralisation a sorti un communiqué tout récemment pour dire les légalisations, les certificats de résidence, il faut les délivrer gratuitement. Comment trouvez-vous cette mesure? Elle est salutaire, non? Oui, je dois dire d'abord que c'est une mesure qui fait partie des éléments d'assouplissement que nous avions retenus au cours du dialogue politique national. Vous savez, au cours du dialogue politique, on a fait beaucoup de propositions. Le compte rendu qui a été fait du dialogue politique, vous savez, en matière de compte rendu, on ne donne pas tous les détails. Mais nous avions, ça fait partie des mesures que nous avions demandé, notamment qu'on facilite la délivrance des certificats de résidence. Mais je dois dire que l'option gratuité n'était pas forcément ce que nous avions envisagé, donc on peut saluer la chose. Toutefois, moi je note quand même que nous avons quand même des chefs d'arrondissement ou certains maires qui ont réagi et qui ont trouvé peut-être que c'est une mesure qui leur fait perdre beaucoup de recettes, parce que pour la légalisation, on dit il faut quand même l'achat de timbres. Est-ce qu'il faut opter pour la légalisation sans timbre? Ils n'en savent rien. Je crois que le gouvernement, le ministre de la décentralisation, certainement, le gouvernement, à travers le ministre de la décentralisation, en prenant cette disposition, devait normalement penser à comment soulager un peu les caisses des mairies. Une subvention ou quelque chose de ce genre pour que les mairies ne souffrent pas trop. Parce que ça risque également, il faut aussi veiller à voir quelles pièces les gens amènent pour la légalisation, parce que c'est une mesure qui prend fin, je crois, jusqu'au 1er mars. Et je crois que les gens en profitent aussi pour faire introduire beaucoup de documents de manière frauduleuse et pour faire perdre, n'est-ce pas, beaucoup de ressources aux mairies. Sinon, c'est une mesure, je crois, qui facilite, qui est à saluer. Mais nous attendons plus, notamment en ce qui concerne les IFU et le quitus fiscal. El Farouk Souman, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il nous reste environ 5 minutes. Il y a longtemps que vous êtes venu sur un plateau de télévision. On ne va pas vous laisser partir sans vous poser quelques questions concernant la gouvernance économique du pays. El Farouk Souman, le Bénin a quitté la liste des 25 pays les plus pauvres au monde. Vous avez suivi cette actualité. Qu'en avez-vous pensé? Oui, mais j'ai lu, je n'ai pas les preuves, j'ai lu sur les réseaux sociaux. Vous savez que tout ce qui se passe, tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, c'est à prendre avec des pincettes. Ben, écoutez, si notre pays était parmi les pays pauvres qu'il en sort, donc, tout Béninois ne peut être qu'heureux. Mais il faudra que cette ascension de notre pays puisse également avoir des conséquences à l'interne. Le panier de la ménagère, ça n'a pas changé. Et de plus en plus, nous sommes assujettis à beaucoup de taxes, à beaucoup de difficultés. Les Béninois mangent difficilement. Les Béninois arrivent à se soigner difficilement. Hein, donc, moi, je pense que c'est une bonne chose si le Bénin n'est plus parmi les pays pauvres, mais il faudra qu'à l'interne, on puisse, ça puisse avoir une conséquence, n'est-ce pas, sur le panier de la ménagère, sur le salaire des fonctionnaires, ainsi de suite, le coût de l'électricité, ainsi de suite. C'est ce que nous attendons. Quand vous dites que les Béninois mangent difficilement, se soignent difficilement, est-ce que ce n'est pas des affirmations gratuites? Vous basez-vous sur quoi? Est-ce que vous dites on n'a pas de preuves pour quand le gouvernement dit on a quitté la liste de 27 pays les plus pauvres au monde et que vous dites on n'a pas de preuves? Quelles sont vos preuves quand vous dites les Béninois mangent difficilement, ils se soignent difficilement? Est-ce que ce n'est pas des réformes qui sont faites dans ces différents domaines pour permettre à ce que sur une longue durée, on puisse mieux vivre dans le pays? Oui, mais les réformes, vous savez, de façon générale, les réformes, on ne fait pas les réformes pour les populations, on doit faire les réformes avec les populations. Et il y a beaucoup de réformes qui sont de très bonnes idées qui malheureusement ne sont pas faites avec les populations et qui leur créent des difficultés. Lorsque vous prenez le fonds salaire depuis 2016, il n'y a pas eu un seul coupé sur le salaire des fonctionnaires. Par contre, parallèlement, vous constatez par exemple que la TVA est revenue, la taxe sur le véhicule. Et beaucoup de fonctionnaires de véhicules. Je prends cet exemple-là qui juste pour vous montrer que pendant que le salaire n'a pas bougé, il y a une taxe qui est créée. Ça veut dire quelque chose de moins sur le salaire du fonctionnaire. Je pense seulement ce petit exemple-là pour dire qu'il y a quand même des difficultés. Les réformes, c'est de bonnes choses. Mais je vous dis, il faudra qu'il y ait
une répercussion sur le quotidien des Béninois. Aujourd'hui, même l'électricité, c'est vrai que le délai a diminué, mais le coût de l'électricité aujourd'hui, moi, quand vous constatez comment les compteurs filent aujourd'hui à la maison, vous vous demandez si c'est les mêmes compteurs qu'il y avait avant. Donc, il y a de ces petites mesures-là, et quand vous rentrez dans le secteur portuaire, il y a un certain nombre de tasses. Tout ça, c'est bien. Mais il faudra que ces bénéfices, ces réformes-là puissent apporter quelque chose à l'interne. Malheureusement, on ne constate pas ça. Moi, je suis un fonctionnaire, et moi, je voudrais bien que d'ici à là, on me dise quand même que le SMIC a augmenté, par exemple. Et donc, depuis un moment, on est impatient, mais ça ne vient pas. Au niveau de vos militants, est-ce que les populations de Djougou se plaignent toujours? Parce qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures quand même qui ont été réalisées à Djougou. Il y a un marché qui est en construction, il y a eu l'accès à l'eau potable et beaucoup d'autres chantiers en cours dans la ville de Djougou. Avez-vous vu ces changements et qu'en pensent les populations? Non, les populations, vous savez, les populations sont partagées. Vous savez, pour que les gens soient contents, il faudra que ce qui est fait aujourd'hui dépasse ce qui était fait hier. Malheureusement, on n'avait pas l'impression. Djougou a bénéficié de beaucoup d'infrastructures, universités et autres là, qui ont été supprimées. Il y avait des projets de panneaux solaires qui ont été supprimés, qui affaisaient un peu la population. C'est vrai qu'il y a des réformes qui sont en cours à Djougou, mais pour le moment, c'est en cours. Il faudra que ces projets-là soient terminés pour qu'on puisse voir l'impact de ces projets sur la population. Maintenant, au plan national, il y a quand même des voies. Le projet asphaltage, par exemple, la mobilité devient de plus en plus facile pour les uns et les autres dans les grandes villes du pays. C'est salutaire quand même de telles actions d'un régime comme celui de la rupture. Oui, vous savez, je dis, pour saluer une réforme ou un résultat, il faut le comparer à la demande. La demande est très très forte, la demande par rapport à ce qui est fait, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, tant que ce qui est fait est largement inférieur à ce que les gens attendent, il faut comprendre que c'est normal que les gens puissent être frustrés. En plus, vous savez, il n'est pas forcément de notre rôle en tant que parti de l'opposition de faire l'éloge du régime en place. Ça, c'est les mouvanciers, c'est leur rôle. Notre rôle, c'est de dénoncer ce qui ne va pas et d'aller vers le sens d'obtenir éventuellement une alternance. Et donc, je pense que vous avez l'occasion de recevoir sur votre plateau les gens du Bloc républicain et de l'Union progressiste qui vont vanter, vous diront ce qui a été tout va fait. bien. Pour moi, mon rôle en tant que président d'un parti de l'opposition, c'est de mettre l'accent sur les failles et d'amener le gouvernement à les corriger éventuellement pour le bien-être des populations. El Farouk Ousmanou, vous êtes candidat aux prochaines élections? On verra bientôt. Mais moi, je ne ferai pas le langue de bois. Je ne suis pas candidat, je ne suis pas positionné pour les communales, j'ai d'autres projets. Vous laissez le Djougou à qui? Au candidat du parti FCB, parce que je peux vous dire que nous allons récupérer la mairie. Très bien. Merci d'avoir participé à cette émission, Soumanou El Farouk. Merci d'avoir accepté notre invitation. Miran Issifou, merci, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission, de ce numéro de Diagonale. Merci et à dimanche prochain. Merci.